De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Dans le précédent épisode de Cartel, nous adoptions un point de vue en contre-plongée sur l'art et sur la culture dite haute. Nous écoutions les arguments de celles et ceux qui pensent que l'art doit être accessible tout de suite, se livrer et être compréhensible immédiatement et par tous. Aujourd'hui, contre-champ. Et nous prenons désormais un point de vue plus stratosphérique. Alors là, on change de parallaxe, on change de point de vue. Jean-Charles Vergne. Et là, on se positionne plus depuis les abysses océaniques de la culture populaire ou de la culture basse, mais là, on se positionne, là, on regarde depuis l'espace, depuis la lucarne d'observation d'une station orbitale internationale. Là, on est très très haut dans le ciel et on regarde depuis cette espèce de piédestal lointain comme ça. Et dans cette esquisse donc inversée, on ne peut que se résoudre à constater que les catégories ont évolué, que le mineur s'inscrit souvent dans un devenir majeur aux côtés des œuvres les plus établies. On prend acte, non sans un certain pincement, de l'entrée des jeux vidéo dans les collections des musées d'art contemporain. On est interloqué par l'enseignement des textes de rappeurs dans certaines grandes écoles, et ça j'en reparlerai un peu plus tard. On convient péniblement que le mixage de disques sans instrument puisse être de la musique. On admet qu'il soit possible d'aimer les nocturnes de Frédéric Chopin et le hip-hop de Cannibal Ox, dont j'ai précédemment parlé. On admet qu'il soit possible de trouver un plaisir équivalent à l'écoute de Ionisation d'Edgar Varèse et de l'album techno Guten Tag de Paul Kalkbrenner. On concède que la musique drone de Sun Ho puisse être écoutée tout en lisant de la poésie parnassienne, ou que l'on assiste à la Philharmonie de Paris au concert de Répond de Pierre Boulez, et qu'on y retourne quelques semaines après pour être l'un des 200 000 visiteurs de l'exposition consacrée à David Bowie. Encore un exemple de lieu culturel qui n'hésite pas justement à dire la musique actuelle c'est Pierre Boulez, mais c'est aussi l'époustouflante carrière de David Bowie. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Dans ce scénario-là, on concède du bout des lèvres que la bande dessinée soit un art, mais on s'étonne qu'un auteur dont j'ai déjà parlé de bande dessinée comme Enki Bilal soit invité à exposer au Louvre, ce qui était le cas il n'y a pas si longtemps. On renacle à accepter que David Lynch sorte de son registre de prédilection, le cinéma, pour étendre son champ créatif à d'autres genres comme le dessin, la peinture, la gravure ou la musique, et qu'il puisse les exposer. Moi je me souviens, lorsqu'on a exposé David Lynch au FRAC en 2012, avoir eu, alors évidemment il y avait énormément de gens qui étaient absolument ravis, mais on a eu des remarques de la part de personnes appartenant au petit milieu, comme on dit, de l'art contemporain, disant mais David Lynch, ça n'est pas de l'art contemporain. Ça n'est pas de l'art contemporain. Alors si c'est pas de l'art contemporain, qu'est-ce que c'est ? Moi je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est vraiment ce truc de choisis ton camp camarade. Si tu fais du cinéma, fais pas de peinture. Tu restes là où tu es, parce que là on n'est plus dans le passage de la culture haute à la culture basse. Là on est dans un compartimentage des catégories artistiques elles-mêmes. Tu fais du cinéma, tu fais pas de peinture, tu fais de la peinture, tu fais pas de photo. Si tu fais de la photo, tu fais pas de danse, etc., etc. Par exemple, on vient de faire l'acquisition pour la collection du FRAC Auvergne de 7 photographies de Jean Baudrillard. Donc, Jean Baudrillard, c'est l'un des grands philosophes, sociologues, penseurs intellectuels français. Il est mort en 2007. Son œuvre écrite court du début des années 70 jusqu'à 2007. Ça a été l'un des philosophes français les plus influents aux États-Unis. Pour la petite histoire, il a aussi beaucoup influencé l'écriture du scénario du film Matrix, et ça j'en reparlerai un peu plus tard. Voilà. Et Baudrillard faisait de la photo parallèlement à son activité de philosophe. Nous, on a fait l'acquisition de cette photographie, mais je sais que sa photographie est très très peu montrée parce que c'est un philosophe. Voilà, il peut faire de la photo, mais qu'il ne la montre pas, il l'a fait en amateur pour lui. On peut pas tout faire en même temps. Voilà. Donc ça pose quand même problème. Voilà, donc on a du mal à admettre toutes ces choses-là, et là on est vraiment dans ce scénario où on pense que finalement, admettre que tout est de la culture, c'est faire preuve de condescendance, une condescendance de classe supérieure, qui exercerait une forme de démagogie bien pensante, destinée d'ailleurs à contourner le risque de procès pour élitisme. Voilà. Donc on a ces deux scénarios, vu du bas et vu du haut, des tréfonds marins de la culture mineure et depuis le surplomb cosmique de la culture majeure. Et ces deux scénarios, ils forment deux esquisses, au trait, comme je l'ai dit, volontairement forcées. Dans un scénario comme dans l'autre, les choses semblent fonctionner par opposition, et éventuellement par glissement des frontières entre la culture haute et la culture basse, comme si le haut invitait parfois le bas à gravir quelques échelons de son échelle de valeur.
Mais on oublie que le mouvement inverse existe également et que finalement les deux dynamiques opèrent en même temps. Il y a un mouvement ascendant du bas vers le haut et puis il y a un mouvement descendant du haut vers le bas. Je vais donner un exemple. Si vous prenez l'histoire du groupe de pop music Radiohead, eh bien c'est très intéressant de voir que certains des titres de Radiohead ont influencé la création d'une partition de musique contemporaine de Steve Reich qui s'intitule Radio Rewrite, qui a été créé en 2013 à Londres par le London Sinfonietta. Donc Radiohead a influencé Steve Reich, ce qui est totalement improbable. On pourrait imaginer que Steve Reich influence Radiohead. Et effectivement, on voit bien que Radiohead, c'est un groupe qui a connu un infléchissement notable dans son histoire. Entre les deux premiers albums, où il y a notamment le titre très connu Creep et Kid A, là on voit qu'il y a un basculement. D'un seul coup, il y a un apport supplémentaire dans Radiohead et cet apport vient de la musique contemporaine. Donc on imagine très bien que Steve Reich puisse influencer un groupe de rock, mais on n'imagine pas qu'un groupe de rock puisse influencer un compositeur de musique contemporaine. Or, c'est le cas. C'est un exemple et il y en a d'autres. Voilà. Donc c'est très très intéressant. De la même manière, pour prendre un autre exemple dans un autre domaine, les danses urbaines, je pense au crump, au popping, au hip-hop, au breakdance, ces danses urbaines, elles peuvent inspirer un opéra sur une musique de Jean-Philippe Rameau, être un grand succès populaire et critique. Et cet opéra, c'est Les Indes galantes, qui a été mis en scène par Clément Cogitor en 2019 pour l'Opéra national de Paris, où il y a ce télescopage entre des mondes qui normalement ne se rencontrent pas. Jean-Philippe Rameau, l'opéra, le crump, le popping, le hip-hop, le breakdance. Mais ça, on en reparlera aussi un peu plus tard. Et pour rester dans le domaine des cultures urbaines, qui est très intéressant aussi, c'est de voir que les textes de certains rappeurs font depuis plusieurs années l'objet de séminaires de linguistique dans des grandes écoles, comme je l'ai déjà précisé, où on étudie leurs textes pour leur construction octosyllabique. Et la construction octosyllabique, c'est ce qu'on trouve dans la littérature du Moyen-Âge, chez François Villon, chez Chrétien de Troyes, chez Marie de France. Et on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de rappeurs qui utilisent l'écriture octasyllabique et que cette écriture-là, elle provoque des infléchissements. Ça impulse quelque chose de nouveau à la syntaxe, comme la langue vulgaire a pu le faire avec la fine amore médiévale. C'est-à-dire qu'on est confronté à un phénomène qui est équivalent. Je ne veux pas faire une comparaison, je ne dis pas que c'est la même chose, mais en tout cas, il y a à un moment donné au Moyen-Âge un infléchissement de la langue avec la fine amore, ce qu'on appelle la fine amore, et avec ses auteurs, Chrétien de Troyes, François Villon, Marie de France. Et aujourd'hui, quand on a des rappeurs qui écrivent en octosyllabes et qui en plus revendiquent des références littéraires dont je parlerai plus tard, on doit se poser la question. Est-ce que c'est pas nous qui ne sommes pas en capacité de voir que quelque chose bouge au sein de la syntaxe et de la grammaire? Est-ce qu'on n'est pas, parce qu'on est déjà trop loin, on a perdu ça, on a perdu cette curiosité ou cette capacité de réaction, et donc on serait déjà dans une forme de conservatisme. La plupart de ces rappeurs, ils sont issus de milieux très populaires, ils ont pour la majorité d'entre eux été victimes d'échecs scolaires, et ils se sont familiarisés avec la littérature en commençant à composer du rap. Alors, est-ce qu'ils connaissent Marie de France et l'amour courtois? Est-ce qu'ils connaissent Chrétien de Troyes ou François Villon? Est-ce qu'ils savent que leur flow trouve son origine première, autre exemple, dans ce qu'on appelle le Sprechgesang? Le Sprechgesang, c'est le parler chanté qui est employé pour la première fois par le compositeur de musique atonale Arnold Schoenberg dans le Pierrot lunaire en 1912. C'est-à-dire que pratiquement, on pourrait dire que l'origine du phrasé du rap, il vient d'Arnold Schoenberg, c'est-à-dire de la musique contemporaine, ultra radicale en 1912 pour l'époque. Et d'ailleurs, encore une musique que très peu de gens sont capables d'écouter, que la plupart des auditeurs qui vont dans les salles de concert de musique classique ont vraiment du mal à accepter. Donc c'est très intéressant. On a d'un côté le phrasé octosyllabique qui provient de la littérature médiévale, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, chez les rappeurs. Je ne dis pas qu'ils sont allés voir ça. Mais en tout cas, à un moment donné, quelque chose s'est passé et ça a infusé, ça a ruisselé. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça ruisselle. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, l'octosyllabe arrive jusqu'au rap? Alors que les rappeurs n'ont pas forcément lu les vers octosyllabiques du Moyen-Âge. Et pareillement, le phrasé lui-même provient de la musique la plus contemporaine d'il y a plus d'un siècle. Donc, la question, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'essayer de comprendre de quelle manière la culture haute ruisselle vers la culture populaire
Et c'est vraiment un ruissellement. Donc il faut imaginer l'image de quelque chose qui ruisselle, et à un moment donné, il y a des alluvions qui sont retenues. On retient quelque chose de ce ruissellement, on le garde et on le transforme. Et à l'inverse, comme je l'ai dit pour Radiohead qui va vers Steve Reich, la culture populaire remonte vers le haut par aspiration. Elle s'imbibe de culture haute, elle se réinvente dans un processus qui est un peu comparable à celui d'un buvard qui s'imprègne d'encre. Voilà. Donc il y a les deux mouvements. Cartel. Ça ruisselle du haut vers le bas, et puis ça remonte du bas vers le haut. Par Jean-Charles Vergne. C'est ça qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains épisodes. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.